Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Je le rappelle, vous êtes vice-président du Rassemblement national, député du Nord. On parlera bien sûr dans un instant de la situation politique, de l'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon. Il est reçu demain matin par le président de la République. Je n'ai toujours pas compris quelle était la position du RN vis-à-vis de Bernard Cazeneuve, donc je vous poserai la question dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, l'émotion à Vallauris. Une cérémonie a lieu en ce moment, en hommage à la petite Camilla, toujours entre la vie et la mort, après avoir été percuté par un chauffard qui faisait une roue arrière sur une moto. Le suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Pas de détention provisoire, ce qui a mis en colère le père de la fillette. Merci la justice française, a-t-il dit sur son compte Facebook. Au Rassemblement national, vous ne cessez de dénoncer une justice qui serait trop laxiste. Qu'aurait-il fallu faire en l'espèce de différent pour éviter que ce drame à Vallauris n'advienne? D'abord, je veux avoir une pensée évidemment pour la famille de cet enfant dont les heures semblent compter. Et nous sommes dans un moment où je crois il faut avoir cette retenue et écouter la souffrance des victimes, et notamment ce que dit ce père, tout comme ce que disait Harmonie Comines à Mougins il y a quelques jours, cette colère, cette souffrance vis-à-vis de la France, de l'État, de ceux qui nous gouvernent. Et je note ce changement de ton chez les victimes. C'est fini les victimes qui disaient vous n'aurez pas ma haine, qui se repliaient sur elles-mêmes, presque qui culpabilisaient. Aujourd'hui, on a des victimes qui lèvent la tête et qui disent « ça suffit ». Ça suffit, la justice a été laxiste. Ça suffit, l'État français n'a pas fait son boulot. Et nous croyons effectivement que la justice de notre pays est laxiste, qu'il y a des angles morts, qu'il n'y a pas la volonté de s'attaquer, de punir à ceux qui ôtent la vie par des comportements absolument inqualifiable, la vie de jeunes enfants. Personne ici ne peut ni contester, ni même remettre en cause l'émotion bien légitime, que ce soit de la veuve d'Éric Comines ou du père de cette fillette qui est entre la vie et la mort. Mais il y a une différence entre l'émotion, la colère de ceux qui sont directement concernés par ces drames et des responsables politiques, comme vous venez de le faire à l'instant, qui au fond laissent entendre que il y a un sujet direct de la façon dont la justice fonctionne. Donc je vous repose la question, vous au pouvoir, qu'est-ce que concrètement vous changeriez pour éviter que ces drames n'adviennent? Ce qui s'est passé à Mougins avec ce refus d'obtempérer et ce qui s'est passé à Vallauris avec un rodéo urbain. Ouais, non mais je ne laisse pas entendre, je le dis. Ouais. L'État, les gouvernements successifs n'ont pas été au rendez-vous de la fermeté. Quand j'entends Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, dire qu'il y a dans notre pays un sentiment d'insécurité, je note qu'on n'entend pas beaucoup ces heures-ci, eh bien oui, je pense qu'il y a une lâcheté, un laxisme politique. Donc non, mais je vais vous dire ce qu'on ferait, mais bien sûr, je vais vous dire ce qu'on ferait. D'abord, il faut que les peines qui doivent tomber, elles doivent tomber dans des délais qui soient adaptés, c'est-à-dire rapides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, juger, je prends un exemple qui est peut-être moins dramatique dans son aboutissement, c'était cet été, une personne qui a insulté une jeune femme dans le métro avec des propos antisémites inqualifiables. Une plainte a été déposée, il va être jugé en 2025. Là, il n'y a pas mort d'homme, mais ses propos sont absolument inqualifiable. Eh bien, c'est pour vous montrer l'exemple des délais de la justice qui ne sont pas aujourd'hui, j'allais dire, suffisamment rapides pour pouvoir juger. Et puis, des peines qui soient adaptées et qui doivent être effectuées. Nous avons dit avec Marine Le Pen que quiconque, parce que c'est quand même un fait de société très important, touchait à l'intégrité physique de quelqu'un, devait être envoyé derrière les barreaux et ne devait pas avoir d'aménagement de peine. Eh bien, vous voyez... Ces aménagements de peine ont déjà été largement réduits ces dernières années. Oui, non, mais ils existent toujours. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels du droit qui disent tant que vous n'avez pas été finalement condamné à 2 ans de prison ferme, vous ne voyez pas les barreaux. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a un laxisme, je l'ai dit, dans l'appareil judiciaire, mais aussi parce qu'on manque de places de prison. Je vais sur quelque chose de très concret. Non, permettez. Parce que, voyez-vous, vous nous dites qu'est-ce que vous feriez. Nous, on a dans notre programme la nécessaire construction de 85 000 places de prison en 5 ans. Mais Emmanuel Macron devait en construire, je crois, 15 000. Il en a construit combien? Vous savez comment ça se passe quand il s'agit de construire des places de prison? Vous avez des responsables politiques qui, sur les plateaux télé, viennent dire il y a un manque criant de places de prison en France. Et puis quand il y a des élus locaux qui, d'ailleurs, souvent sont de la même famille politique que ceux-là même qui viennent sur les plateaux pour demander plus de places, ils disent on veut bien des places,
Mais pas dans notre agglomération. Est-ce que c'est pas un peu facile de simplement dire, il faut faire 85 000 places de prison, D'ailleurs, il y a des élus qui accueillent des prisons. Je pense que quelles que soient leurs étiquettes politiques aussi, il y a des prisons dans notre pays, et quelles que soient les étiquettes politiques. Mais il y a des élus, vous avez raison, en revanche, qui sont portés par des idéologies qui refusent effectivement de mettre des moyens en matière de sécurité. Et accueillir une prison, il y a des compensations quand on accueille une prison sur un terrain de sa commune. Mais accueillir une prison, c'est effectivement participer à la justice, à la sécurisation de notre société. Et je note que d'ailleurs dans les villes les plus dangereuses de France, ce sont toujours 9 fois sur 10, les 9 premières sur 10, sont des villes gérées par la gauche. Donc il y a une idéologie qui a miné la société et qui mine la justice. Sébastien Chenu, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe si précisément, comme c'est écrit, puisque c'est une phrase que vous venez de prononcer, la justice de notre pays est laxiste, comment se fait-il que les prisons françaises n'aient jamais été aussi remplies? Mais très simplement parce que la délinquance a tellement augmenté qu'il y a évidemment beaucoup plus de gens en prison. Mais donc il y a des condamnations, puisque vous laissez entendre au fond que les condamnations ne suivent pas, que Benjamin Duhamel, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de condamnation. Ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de condamnation. Je vous ai expliqué qu'avant de faire 2 ans de prison ferme, il faut en avoir fait pour faire 2 ans ferme. Faut pas avoir volé un stylo ou une orange pour être condamné à 2 ans ferme. Je vous ai dit qu'avant 2 ans ferme, il n'y avait pas de condamnation effective, que les gens ne voyaient pas les barreaux. Je vous ai pas dit que personne n'était enfermé dans notre pays. Pourquoi il y a aussi beaucoup de monde dans les prisons? 25% des places sont occupées par des délinquants étrangers. Donc oui, on a besoin de places de prison. On a d'un autre côté des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol parce que ils ont commis des infractions très graves qui les ont mis sous les barreaux. Mais tout ça n'a pas été géré. Il n'y a aucune politique qui n'a été menée dans le sens de plus de fermeté durant ces années. Pas plus sous Emmanuel Macron que sous ceux qui l'ont précédé. Et je pense que là, nous touchons du doigt les limites de ce que notre société peut supporter. C'est ce que disent bien souvent d'ailleurs les familles des victimes, qui sont finalement les seuls à prendre la perpétuité. Ceux qui prennent la perpétuité aujourd'hui dans notre société, c'est les familles de victimes. Un mot encore avant de parler de politique, Sébastien Chenu, sur précisément ce qui est arrivé à Vallauris, puisque je le rappelle, a lieu en ce moment dans les minutes qui viennent, un rassemblement en hommage à la petite Camilla qui est toujours entre la vie et la mort. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? On sait que la loi a été durcie sur la question des rodéos urbains. Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures sur la question de la sécurité routière, sur la question des limitations de vitesse, sur la question de la sécurisation d'un certain nombre d'axes? On sait que dans votre parti, quand il avait été question de passer de 90 à 80 km/h, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé en l'espèce, mais je parle de la question plus générale de la sécurisation routière. Là, vous disiez non, il faut pas emmerder les automobilistes. Deux choses. D'abord, appliquons les lois qui existent. Appliquons les lois qui existent avant d'imaginer en faire d'autres. Il y avait la nécessité peut-être de qualifier autrement, vous savez, les homicides routiers. C'était la fameuse loi issue du tristement célèbre Pierre Palmade qui était en discussion à l'Assemblée nationale avant qu'Emmanuel Macron ne vienne arrêter nos travaux. Donc qu'il y ait la création de nouveaux délits, peut-être, pourquoi pas. Moi, je n'y suis pas défavorable. Mais appliquons déjà ce qui existe. Pour le reste, moi, je crois qu'il faut surtout cesser d'ennuyer des conducteurs qui se voyaient enlever, parce que là, on mélange deux choses. Se voyaient enlever un point, c'est ce qu'a fait Darmanin, et nous l'avons soutenu, un point lorsqu'il y avait un excès de vitesse qui était excessivement ridicule. Donc, je veux dire, ne mélangeons pas les choses. On parle d'homicide routier, c'est-à-dire de gens qui tuent, notamment par des conduites telles que celles qu'on a connues à Vallauris. Et là, je pense qu'il faut une fermeté implacable. Sébastien Chenu, je voudrais donc qu'on parle de la situation politique. On a appris en fin de matinée que l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve serait reçu par Emmanuel Macron demain matin. Il y aura aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy, les anciens présidents. Je le disais, j'ai pas bien compris la position de votre parti. Laurent Jacobelli, le porte-parole du RN, dit il n'y aura pas de censure de principe. Et en même temps, à longueur d'interview, je vous entends expliquer que Bernard Cazeneuve, c'est le retour de l'ancien monde, ancien Premier ministre socialiste de François Hollande. Alors, question extrêmement simple. Est-ce que oui ou non, le Rassemblement national censurerait un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve? Bon, alors on a fait de la politique fiction tout l'été, on continue d'en faire un peu avec vous, je le vois. Ah, écoutez, Bernard Cazeneuve est reçu demain matin à l'Élysée, c'est bien que l'hypothèse existe. Je vais vous dire. Nous jugeons sur les actes, les discours, les propos. Pourquoi nous avions dit que nous censurions le nouveau Front populaire? Parce que sa politique, ce qu'il proposait, ce que proposait la dame de la comptabilité de la mairie de Paris, c'était notamment d'ailleurs de la régulation carcérale. Mais ça, la dame de la comptabilité, c'est cette façon un peu méprisante de parler de Lucie Castet. Vous savez, on a beaucoup dit de choses sur Jordan Bardella, qu'il n'avait jamais été ministre, qu'il était jeune, etc. Il est député européen depuis 5 ans. Et puis on nous sort d'un chapeau une dame qui fait de la compta à la mairie de Paris en disant elle va sauver la France. Qui fait de la compta, Sébastien Chenu, qui est directrice des affaires financières de la ville. Vous pouvez être en désaccord. Avec un beau bilan, d'ailleurs. Vous pouvez être en désaccord avec elle sur son bilan et sur ce qu'elle a fait. Je le dis parce que je trouve que c'est un peu gros. Il y a eu beaucoup de mansuétudes sur cette dame qui n'a aucune expérience politique, à part effectivement avoir concouru à ruiner les finances de la ville de Paris. Mais enfin, je veux dire, et appliquer un programme d'extrême gauche
totalement ruineux pour le pays. Donc là, nous avons dit sur ça, nous votons contre. Arrive Bernard Cazeneuve. On nous sort ça aussi d'un chapeau. Bernard Cazeneuve, qui a été au Parti socialiste depuis 1987, qu'il a quitté il y a 2 ans qui représente rien. Je veux dire, son mouvement politique, c'est un député à l'Assemblée nationale. Donc on nous dit, Monsieur Cazeneuve. Bon, moi, Monsieur Cazeneuve, je regarde ce que je sais de lui. Monsieur Cazeneuve, je suis pas dans de très bonnes dispositions le concernant sur ce que je sais de lui. C'est-à-dire, c'est un socialiste. Bon, alors vous me direz, Emmanuel Macron aussi était socialiste. La boucle est bouclée. Il a été ministre avant d'être Premier ministre. Il a été des Affaires européennes, de l'Intérieur. Sur ces 3 sujets, le budget, les finances publiques sont catastrophiques. Bernard Cazeneuve, lorsqu'il est au budget, ne les a pas relevés. Sur l'Union européenne, on peut aujourd'hui, avec le résultat des élections pérennes, pouvoir comprendre que les Français n'apprécient pas la politique qui a été menée depuis plusieurs années. Et sur la sécurité publique, il n'a pas concouru, évidemment, à la sécurité. Je termine. Vous en dites pique-pendre. Je termine. Et vous censurez il a été celui qui, Premier ministre, a eu le plus recours aux ordonnances. Donc, si vous voulez, voilà ce que je sais de Bernard Cazeneuve. Et donc, alors peut-être que demain, Bernard Cazeneuve va nous dire « j'ai tout compris, j'ai tout changé, il faut s'attaquer à la politique de l'immigration ». Il n'y aura pas d'une censure de principe, dit Laurent Jacobelli. Parce que peut-être que demain, Bernard Cazeneuve va nous dire « il faut tout changer, il faut travailler sur la sécurité, sur l'immigration, redonner du pouvoir d'achat aux Français, abroger la réforme des retraites ». Je serais très curieux d'entendre ce que pense d'ailleurs Bernard Cazeneuve de la réforme des retraites, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu là-dessus. On va en parler dans un instant, mais pardon Sébastien Chenu, commençons la saison sous de bons auspices. Donc, je ne comprends toujours pas si, oui ou non, vous censurez un gouvernement Cazeneuve. Mais vous ne comprenez pas, parce que vous ignorez le discours de Bernard Cazeneuve. Vous ne jugez pas les gens sur leur bonne mine. Enfin, monsieur Bernard Cazeneuve est un bourgeois avec un costume croisé, des petites lunettes rondes, ce qui lui donne un air de sérieux. Tout le monde, donc du coup, dit il a l'air très sérieux parce que c'est un avocat d'affaires. Moi, je considère qu'il a été un mauvais Premier ministre, qu'il a été un mauvais ministre, que c'est un socialiste. J'attends maintenant de l'entendre. Parce que peut-être on jugera sur pièce. Parce que peut-être qu'il a fait son deuil de toutes les politiques qu'il a menées jusque-là et qu'il va mener une politique totalement contraire. Et si ce n'est pas le cas, je n'y crois pas vraiment. Et si ce n'est pas le cas, s'il ne va pas dans la bonne direction, il nous aura face à lui, car je vous le dis. Dès le début, au fond, Sébastien Chenu, pardon, mais ce que l'on comprend par le biais de son entourage, c'est que Bernard Cazeneuve veut porter une politique, s'il était nommé de gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire une politique de gauche? Il va abroger la réforme des retraites? En tout cas, il va donner du pouvoir d'achat aux Français, il va lutter contre l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous dites un mot, une politique de gauche, parce que ça, c'est une politique de gauche. Non, mais vous faites comme si Bernard Cazeneuve sortait de nulle part. Bernard Cazeneuve a gouverné, on voit à peu près les idées qu'il porte, c'est une sorte de socialiste, social-démocrate, réformiste. Donc, ce que je comprends à travers ce que vous dites, c'est pas de censure a priori, on jugera sur pièce, mais s'il est conforme à ce qu'on sait de lui, vous le censurerez. On va l'écouter, on va l'entendre, on va voir ce qu'il veut pour notre pays, ce qu'il nous propose, et puis on se déterminera en fonction. Mais ce qu'on sait de lui, ce qu'on sait de son pédigré, de son parcours, ne nous place pas dans de bonnes dispositions à son égard. Mais moi, ce que je crois, je vais vous dire, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron ne veut pas évidemment de cohabitation et qu'il veut arnaquer les Français. Ce qu'il veut, Emmanuel Macron, c'est qu'il veut rouler les Français dans la farine, c'est-à-dire qu'il veut contourner les votes des 3 dimanches successifs, les européennes et les 2 dimanches de législatives, qui ont envoyé un message très clair. Les Français ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et qu'avec Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire, il va nous exhiber quelqu'un qui a une carte du Parti socialiste. Vous répondre que les Français ont aussi envoyé comme message qu'ils ne souhaitaient pas du Rassemblement national pour gouverner. C'est autre chose, ça c'était les alliances. Il va nous exhiber quelqu'un qui a 35 ans de Parti socialiste derrière lui, donc il va nous dire, regardez, il est très différent de moi, mais qui va continuer les mêmes politiques. Et ça s'appelle rouler les Français. Dans un instant, on rentrera dans le fond de ce que pourrait être un éventuel gouvernement. Juste un mot, j'ai lu avec attention dans les colonnes de la Tribune dimanche que vous aviez été contacté par l'un de ceux que l'on cite comme pouvant rentrer à Matignon, Jean-Louis Borloo, ancien ministre, qui vous aurait appelé pour sonder ce que pourrait être la position du Rassemblement national sur la question des retraites. C'est vrai ? Moi, j'entretiens de bonnes relations avec Jean-Louis Borloo historiquement. Nous sommes, j'allais dire, nordistes tous les deux. Je suis voisin de la circonscription qu'il a longtemps représentée et on peut avoir des échanges. Mais donc vous préféreriez Jean-Louis Borloo plutôt que Bernard Cazeneuve ? Ça dépend de ce que ferait Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo ne partage pas la même vision que nous sur l'Europe. J'ai beaucoup de différences avec Jean-Louis Borloo, mais je lui donne le crédit d'être un homme du concret, d'avoir respecté pendant tout son parcours au moins les électeurs et les responsables du Rassemblement national, davantage probablement que beaucoup d'hommes et de femmes de la classe politique actuelle. On sent une tonalité quand même plus voilà, amène. Mais on verra ce que Jean-Louis Borloo propose. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu sur la question des retraites ? Vous lui aviez... Ça me regarde. Oui. Ça me regarde, un échange avec Jean-Louis Borloo. Si j'en ai eu un, si tant est, puisqu'on est en pleine politique fiction, que j'ai eu un échange avec Jean-Louis Borloo, il me regarde, lui et moi. Bien. Quelques mesures précises sur lesquelles je voudrais avoir votre regard, encore une fois, dans la perspective de la nomination d'un gouvernement. Si un gouvernement
par exemple dirigé par Bernard Cazeneuve, décidé d'augmenter la fiscalité en disant il faut envoyer un geste sur la question de la justice fiscale, une augmentation d'impôts, soit pour les entreprises, soit sur les plus aisés. Est-ce que ça, vous pourriez toper et avaliser cet angle-là? Mais ça dépend quelle fiscalité et pour faire quoi. La situation est dramatique, vous le savez bien. Et d'ailleurs, vous posez le problème justement, puisque on a un mur budgétaire devant nous. Le déficit de l'État, 3 000 milliards d'euros. Le déficit public, 92 milliards d'euros. La dette de l'État, 3 000 milliards d'euros. Le déficit, 92 milliards d'euros. L'Union européenne nous dit, entre 4 et 7 ans, il va falloir trouver 110 milliards d'euros. Autrement dit, il faut trouver 25 milliards d'euros par an pendant 4 ans pour rentrer dans les clous. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des économies. Moi, je veux bien que d'un côté on fasse des économies, de l'autre côté on lève quelque impôt. Auprès de qui, pour faire quoi? Nous, on était. Non, mais par exemple, Sébastien Chenu, la droite dit, nous, c'est une ligne rouge absolue, les augmentations des impôts. Est-ce que pour vous, c'en est une aussi? Ça dépend. Moi, je pense que les Français croulent sous l'impôt. Mais en revanche, on était favorable à une taxe sur les surprofits que la gauche n'a pas voulu voter. Je rappelle que le Rassemblement national, le groupe de Marine Le Pen à l'Assemblée, a proposé une taxe sur les surprofits que la gauche a refusé de voter. Alors même que je crois que le MoDem y était attentif. Eh bien, une taxe sur les surprofits qui soit mesurée dans le temps. Un retour de l'ISF, par exemple? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on a proposé. Non, mais le retour de l'ISF. d'aventure. Non, ce n'est pas ce que nous proposons. Nous considérons qu'il faut un impôt sur la fortune financière, l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron, qu'il fait sur la fortune immobilière, c'est-à-dire en fait sur du patrimoine physique dont peuvent parfois hériter ou disposer des Français qui ne sont pas des millionnaires. En revanche, un impôt sur la fortune financière nous semble être beaucoup plus intéressant. Sur le SMIC, là encore, les forces de gauche, le nouveau Front populaire défend un SMIC à 1 600 €. Emmanuel Macron a dit qu'il ne gouvernera pas, mais là encore, s'il s'avérait que l'hypothèse Bernard Cazeneuve était confirmée, il pourrait vouloir envoyer un message sur le SMIC. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait un coup de pouce substantiel, peut-être pas 1 600 €, mais en tout cas davantage qu'il ne l'est aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire un effort sur les salaires des Français. Pourquoi pas uniquement les Français qui sont au SMIC? D'abord parce que faut être un peu plus ambitieux. Nous, lorsqu'on propose avec Marine Le Pen que jusqu'à 3 fois le SMIC, les Français puissent voir leur salaire augmenter de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales, ça nous semble être beaucoup plus ambitieux. Mais l'augmentation du SMIC, on le sait, elle est absolument impossible et insupportable pour les PME, les TPE. Et quand j'entends Madame Castex, la fameuse dame de la comptabilité dont nous parlions tout à l'heure, nous dire Madame Castex. Ah oui, Castex. Pardon, ou Castex. Oui, ou Castex. D'ailleurs, tout ça est dans la Macronie. Quand j'entends donc cette dame nous dire qu'elle compenserait pour payer cette augmentation du SMIC, elle le compenserait par une taxe sur les entreprises, je me dis que là, on marche sur la tête. Donc, on va faire... Pas favorable à une augmentation du SMIC. Non, mais favorable à une augmentation des salaires telle que je viens de vous l'expliquer. D'accord, mais là-dessus, c'est précis. Un dernier point, donc, sur les retraites. On est bien d'accord que le Rassemblement national défend l'abrogation de la réforme. Si donc un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve ou par un autre Premier ministre, vraisemblablement de gauche si c'était le cas, proposait l'abrogation de la réforme des retraites, vous soutiendriez ce gouvernement? Nous soutiendrions l'abrogation de la réforme des retraites et nous allons faire plus que le soutenir puisque le 31 octobre, c'est notre niche, c'est-à-dire c'est nous qui sommes maîtres de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, si tant est que l'Assemblée se réunisse un jour, eh bien nous proposons l'abrogation de la réforme des retraites le 31 octobre. Là-dessus c'est clair. Ce qui est quand même assez singulier dans la période Sébastien Chenu, c'est qu'au fond, les téléspectateurs, les Français vous ont quitté cet été, juste avant le second tour des législatives. On débattait sur ces plateaux de la possibilité que Jordan Bardella aille à Matignon. Et depuis, au fond, vous en êtes réduit ici à expliquer que c'est le chaos institutionnel. Quand vous êtes concerté par Emmanuel Macron, personne ne se dit que vous avez la solution entre les mains puisque le soutien à un gouvernement ne pourrait pas venir de vous. En fait, vous jouez les seconds rôles, la 5e roue du carotte, vous regardez passer Personne ne le dit, sauf les Français, Benjamin Duhamel. Vous n'avez pas regardé encore les sondages dernièrement qui disent que, largement, devant les autres, nous sommes ceux que les Français considèrent comme être les plus aptes à pouvoir gouverner et aller, évidemment, là, alors je sais que les Français vous n'avez pas grand-chose à faire. Les Français vous intéressent peut-être moins que les hommes et les femmes politiques que vous recevez. Autant que vous, mais en tous les cas, moi je les entends. Au-delà de ça, nous sommes revenus bien plus nombreux que nous n'étions partis. Nous n'avons pas la majorité absolue. Et d'ailleurs, Jordan Bardella avait raison. Sans majorité absolue, impossible de gouverner. On le voit. On l'avait dit. Mais vous servez à quoi? Non, mais nous, on n'emmène pas les gens dans une impasse, à proposer une autre politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui beaucoup plus nombreux, parce qu'on porte une autre politique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes les seuls adversaires politiques d'Emmanuel Macron? Tous les autres, finalement, ont voté pour les macronistes à un moment ou à un autre. Ils ont voté Emmanuel Macron présidentiel, ils ont fait élire des macronistes. LFI a fait élire Darmanin, a fait élire Elisabeth Borne. Les macronistes ont fait élire Madame Soudet, ont fait élire Monsieur Guiraud de LFI. Moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes la seule opposition. Alors, de plus en plus nombreuses, tout à fait déterminées, et ce que nous proposons est très clair. J'entends, mais Sébastien Chenu,
On participe pas comme LR du sketch qui est un oui, mais le leitmotiv leitmotiv du discours du Rassemblement national, c'est de dire on est pragmatique, on vote ce qui va dans le sens de l'intérêt des Français. Là, quand je vous écoute et quand j'écoute d'autres responsables du Rassemblement national, je vois pas la solution à la crise institutionnelle. En fait, vous dites juste bah oui, c'est la faute du président et on attend un an avant la nouvelle dissolution. Vous êtes amusant, Benjamin Duhamel. Le président de la République, en s'alliant à LFI, a créé ce chaos. Ouais. Et c'est nous, le Rassemblement national, que vous voulez appeler. Non, mais simplement, je constate que vous ne suggérez pas de solution institutionnelle. D'abord, nous suggérons des politiques. Je vous en ai donné quelques-unes. Nous suggérons des actes politiques. Nous suggérons aussi des pratiques et des méthodes. Quand nous suggérons qu'on puisse utiliser le référendum, si les situations sont bloquées au Parlement, le président peut consulter les Français par voie référendaire. Il l'a toujours refusé jusqu'à présent. Mais si ça ne passe pas au Parlement, eh bien qu'il consulte les Français sur les grands sujets. On gagnera du temps. Et si la situation est bloquée, eh bien évidemment qu'il faudra revenir en 2025 à des élections législatives anticipées pour débloquer cette situation. Donc vous voyez, sur le fond, nous proposons des politiques qui peuvent soulager les Français de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et sur justement l'aspect institutionnel, on veut pas le chaos et on propose des pistes. Deux sujets politiques encore avec vous, Sébastien Chenu. Marine Le Pen, le 22 mai 2024, disait la chose suivante: je n'ai jamais cru en l'union des droites. Est-ce que vous y croyez ? Je trouve que c'est trop restrictif. Moi, je trouve que il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi l'union des droites, l'union des patriotes ? Il y a beaucoup plus de gens qui sont patriotes que les gens de droite. Il faut inclure les gens de droite, genre Éric Ciotti, mais il faut aller bien au-delà. Vous me voyez venir. Avec de gros sabots, c'est toujours facile. Je vous remercie. Le parti créé par Éric Ciotti, l'Union des droites pour la République. Donc en fait, quoi, vous avez un allié qui lui croit l'union des droites et vous y croyez pas? Oui, parce que nous on va au-delà. C'est un élément du dispositif. Je crois que Éric Ciotti a été très courageux en rompant avec la lâcheté qu'incarnent aujourd'hui les LR historiques qui ne veulent jamais choisir, qui ont sauvé la tête d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'ils l'ont pu. Éric Ciotti a fait un choix très clair. Eh bien, je pense qu'il faut même aller au-delà. Mais choix très clair qui, Sébastien Chenu, vous empêche de continuer à vous dire ni de droite ni de gauche. Vous êtes juste ni de gauche ni de gauche. Puisque vous avez un allié qui a un groupe à l'Assemblée nationale. C'est sûr qu'on n'est pas Nouveau Front Populaire. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas pour la régulation carcérale, l'accueil ad vitam aeternam et sans condition de toute l'immigration du monde. On ne dit pas la police tue. Ça, c'est sûr que vous ne nous retrouverez jamais de ce côté-là. Mais nous considérons que sur des politiques telles que je vous en ai présenté, notamment sur le pouvoir d'achat, il y a probablement, ou sur la laïcité, on est la veille de la rentrée. Est-ce qu'il y aura un prof devant chaque élève, dans chaque classe demain? Qu'est-ce qu'on sait de la formation initiale des professeurs? Où est-ce qu'on en est de tout ça? Madame Belloubet, d'ailleurs, qui continue, n'a pas donné d'indications très probantes en cette rentrée. Et bien sûr, des sujets comme cela, comme l'éducation, comme le logement, comme la santé, oui, on a une conscience sociale qui fait qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui, avant, votaient à gauche, qui peuvent se retrouver en nous. Pour terminer, Sébastien Chenu, est-ce que quand vous vous trompez, vous le reconnaissez? J'essaye. On va faire un petit test. Petit florilège de ce que le Rassemblement national disait sur les Jeux Olympiques. Notre pays, qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa puissance, suscite aujourd'hui la pitié, quand ce n'est pas l'ironie. Vous n'avez tiré aucune leçon des émeutes de 2005, pas plus du Stade de France, qui laisse augurer un désastre sécuritaire pour les JO de 2024, et avec lui, une nouvelle humiliation nationale. Aya Nakamura, qui chanterait Piaf en ouverture des JO, c'est un beau symbole pour vous? Non, pas du tout, c'est pas un beau symbole. Honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron. Pourquoi qui doit tous les matins se lever en disant « Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français ?» Bon, vous reconnaissez votre erreur? Non, mais quand on veut la sécurité et qu'on y met les moyens, il y a du résultat. C'est parce que c'est Marine Le Pen qui a demandé ça que les JO sont passés, je pense que la pression était tellement forte. Charles Darmanin a dû se dire que la pression était tellement forte qu'il fallait mettre les moyens. Quand on met les moyens, d'ailleurs tous les Français le disent, quand on met les moyens, eh bien on obtient du résultat. Ils ne les ont pas mis pendant toutes ces années où ils étaient au gouvernement. Pour le reste, on a le droit de ne pas aimer Aya Nakamura. Je pense qu'on a encore le droit de ne pas apprécier. Moi, j'ai trouvé sa prestation plutôt sympathique. D'ailleurs, donc elle n'a pas plutôt souriante les Français comme le disait Marine Le Pen. Mais il y a beaucoup de Français qui n'ont pas apprécié, par exemple, les scènes, les traveloteries, Philippe Catherine qui passe sa vie à poil, etc. Oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça, c'était inapproprié. Traveloterie, qu'est-ce que... Bah oui, la scène religieuse qui a été travestie. Au sens premier du terme. C'était la scène, vous parliez de la scène avec un C, qui a été travestie au sens premier, et bien par notamment des drag queens, ça fait le lien. Et bien effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été meurtris de ça, et moi je peux les comprendre aussi. On peut apprécier et se dire que ça a été une belle opération, les JO.
Franchement, ça a été une belle opération. On est fiers. Et se dire que dans la cérémonie, il y avait des choses qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Quel est le problème? On doit tous, comme des moutons, penser la même chose? Pas du tout. Et d'ailleurs, toutes les opinions ont pu être entendues sur la cérémonie. Quel est le problème? Ce qui m'interpelle dans les deux extraits qu'on vient de voir, c'est que vous avez été de ceux qui n'ont cessé de considérer que ça allait mal se passer sur la sécurité, que la cérémonie d'ouverture, c'était une folie de le faire sur la scène, c'est ce que disait Éric Ciotti quelques jours à peine avant avant la cérémonie d'ouverture, qui expliquait qu'Aya Nakamura, ça allait être une humiliation épouvantable pour les Français. À la fin, ça se passe bien. Une immense majorité des Français interrogés dans les sondages considèrent que la cérémonie d'ouverture était une belle cérémonie d'ouverture, qui d'ailleurs, avec Aya Nakamura, faisait au fond la synthèse, elle chantait du Aznavour avec la garde républicaine. Est-ce que ça ne vous fait pas faire une sorte de mea culpa sur peut-être parfois des réactions un peu pavloviennes que vous avez quand il s'agit de ce type de grands événements? Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était risqué. Je pense à Alain Boer, qui vient souvent dans vos émissions, qui l'a pensé aussi, et je pense que c'était bien de l'exprimer. Parce que plus c'était exprimé, plus il y avait une prise plus il y avait une prise de conscience. Non, c'est une façon de dire attention. Et je pense que vous savez, dans notre vie politique, s'il y a bien un mouvement qui s'est pas beaucoup trompé sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, sécurité, immigration, laïcité, violence faite aux femmes, antisémitisme, etc., c'est bien le Rassemblement national et Marine Le Pen. Bon, je vous interrogeais en vous demandant si vous vous reconnaissiez quand vous vous trompiez. Visiblement, pas tout à fait. Merci. Merci. Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.